Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vous regarde un petit peu. Merci d'être là aujourd'hui à 16h40 et des brouettes pour cette énième table ronde de la journée. Il y en a 7 au total aujourd'hui. Là, je crois qu'on est sur la sixième. Donc, si vous êtes là depuis ce matin, merci de faire ce marathon avec nous. Pour cette table ronde, on va parler sexualité. On a choisi un titre voilà, un peu rigolo, mais pour parler d'un sujet très sérieux, qui s'appelle Sexualité quand ça capote. On a choisi ce sujet parce qu'on considère que toutes et tous, à un moment dans notre vie, que ce soit passé, présent, futur, on va rencontrer, faire face à des problématiques dans notre vie sexuelle et dans la recherche de notre épanouissement sexuel. Donc c'est aussi pour ça qu'on a monté Ragnagna Party, donc le festival auquel vous assistez aujourd'hui. Dans cette table ronde qui va durer 40 à 50 minutes, donc qui est très, très courte, on ne va pas pouvoir tout aborder. Mais on a décidé de focaliser cette table ronde sur plusieurs sujets, notamment la notion de sexualité performative, la question également de la communication et du consentement, la question de l'hétéronormativité et la connaissance de son corps. Donc avec nous pour en discuter, donc on a Céline Vendée, qui est sexologue et thérapeute de couple. On a Nova Lova, qui est cofondateur du collectif de sexualité positive La Bulle. Et également Marichou, alors Marichou, je suis désolée, il faut que je relise ton nom. Marichou Moget Bilbao, qui est donc psychomotricienne, spécialiste du périnée féminin et masculin. Je vous remercie d'être là ce soir. Est-ce que vous voulez donner un petit mot introductif sur cette table ronde, peut-être? Nous en dire un petit peu plus sur... on va au cœur du sujet, ou Céline, peut-être? On y va? On se lance? Ok. On va poser une question assez large pour commencer, et je me tourne donc vers Céline, qui a donc un cabinet de sexologie. Céline, au sein de ton cabinet, pour commencer assez large, quelles sont les problématiques auxquelles que tu constates au sein de ton cabinet le plus souvent? Alors, bonjour à tous déjà. Les problématiques sont assez larges, c'est-à-dire que à la fois les personnes qui vont me rencontrer, ça peut être un problème relationnel. Donc, on n'est pas directement dans le champ de la sexualité pure ou du rapport au corps, mais donc ça peut être dans le cadre d'une thérapie de couple, par exemple. Et puis ensuite, on a effectivement toutes les problématiques liées à la sexualité qui peuvent être soit, par exemple, une baisse de désir, ce qu'on va appeler un manque de libido, ou une discordance sur la libido dans le couple, donc il y en aurait un qui aurait plus envie que l'autre. Et puis il y a tout ce qui va se rapporter à ce qu'on appelle les dysfonctions sexuelles. Ça peut être par exemple l'éjaculation prématurée, ça peut être des dyspareunies chez la femme, des choses comme ça qu'on va traiter en psychosexuel, psychocorporel, etc. Donc c'est assez vaste. Il n'y a pas forcément de récurrence ou de moyenne d'âge par rapport à certains types de pathologies ou de causes. Voilà, c'est assez variable. Je vois un peu de tout. Voilà. Donc très, très large. Est-ce que vous voulez compléter peut-être là-dessus, Marichou, toi, au niveau des échanges que tu as avec, dans le cadre des conférences que tu organises? Alors, moi, dans les problématiques, puisque là, on est sur le thème de la problématique, donc moi, je travaille au niveau du périnée, de la prise de conscience du périnée, puisque donc je ne suis pas sage-femme ni kiné. Donc, comme je dis, moi, je travaille le périnée sans les mains. Voilà. C'est important de replacer chacun son travail. Et que moi, le travail, c'est vraiment l'accompagnement sur la prise de conscience. Et donc, dans les femmes, puisque j'ai quelques hommes qui viennent à mes ateliers, et félicitations, on verra tout à l'heure que tout le monde a bien un périnée. Les femmes qui viennent souvent dans ce travail, donc c'est un travail de gym douce, respiration et périnée, c'est suite très souvent, enfin la grande demande, c'est par rapport à des descentes d'organes, donc à un périnée hypotonique, donc trop mou, qui effectivement n'amène pas au niveau du plaisir, par exemple, au moment de la pénétration dans l'acte sexuel, mais qui peut amener du plaisir autrement, mais de redonner justement toute cette réappropriation du corps avec un périnée donc, qui a été blessé ou malade. Voilà, ça c'est le travail que j'ai avec les femmes. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment la grosse problématique qu'on voit. Et la première, en fait, pour moi, c'est surtout la rencontre avec son périnée. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et qu'est-ce que je peux en faire pour que ça aille mieux.
Donc ça, c'est ce on va pouvoir en reparler d'ici la fin de la table ronde. Céline, pour revenir un petit peu sur les problématiques rencontrées au sein d'un cabinet de sexologie, il y a certaines problématiques dont on entend beaucoup parler. Je pense notamment à une, parce qu'on est à la ragnagna partie, notamment le vaginisme. Est-ce que ça, c'est quelque chose voilà, que tu accueilles au sein du cabinet comme problématique, et comment est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est? Alors oui, d'autant plus que donc je me suis aussi un peu spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui sont atteintes d'endométriose, notamment, ou des maladies qui vont avoir un impact sur leur intimité, donc les cancers gynéco aussi, ou toute autre pathologie. Et le vaginisme, en fait, fait partie des conséquences que peuvent avoir certaines pathologies, comme l'endométriose, ou d'autres maladies. Après, on peut avoir aussi du vaginisme sans avoir de pathologie particulière. Alors, le vaginisme, c'est quoi? Et puis, je m'appuie sur Marie Tchou pour ça, parce qu'on va parler de périnée. C'est quand, justement, le périnée va se contracter de manière involontaire, donc on ne l'a pas conscientisé. Et en fait, ça va vraiment obstruer, empêcher toute pénétration. Toute pénétration, ça veut dire digitale, donc les doigts, une pénétration lors d'un coït, donc avec la rencontre avec un pénis qui n'est pas possible, mais aussi lors d'un examen gynécologique où on ne pourrait pas insérer un spéculum ou faire un examen gynécologique manuel ou même une sonde échographique. Donc ça, c'est caractéristique du vaginisme. Peut y avoir donc une cause fonctionnelle associée à une pathologie, donc par exemple l'endométriose, s'il y a des douleurs par exemple. Mais ça peut être dissocié, donc il n'y a pas de pathologie particulière. Ça peut être lié à un trauma, malheureusement, voilà, d'ordre sexuel qui a apparu auparavant, ou de violences qui ont été occasionnées auparavant. Et donc, parfois, même la personne qui va avoir du vaginisme n'a pas conscience qu'elle a vécu un trauma ou des violences sexuelles. Donc après, tu parleras de consentement, mais ça aussi, c'est hyper important, parce qu'il y a des femmes qui vont développer du vaginisme. Et en fait, le vaginisme va être le symptôme qu'elles ont subi des violences sexuelles ou psychologiques, une pression psychologique, etc. Donc voilà, donc c'est conscientiser le périnée, qu'il existe, que donc tout ça, ça se ferme, ça se bloque. Et en sexothérapie, on va essayer en fait de faire prendre conscience à la personne en face de soi ce qui se passe au niveau de son corps, qu'elle ne maîtrise pas nécessairement cette fermeture, et donc rassurer dans un premier temps la personne, la mettre en confiance, et puis après ça va être donc un travail psychothérapeutique mais aussi psychocorporel, et donc voilà, on va faire des travails de respiration, de massage. Alors comme Marie Tchou, je ne travaille pas avec les mains non plus, donc c'est en fait de l'apprentissage, la transmission et de l'apprentissage pour la personne à faire chez elle, ou en lien aussi avec, par exemple, des kinés qui vont être spécialisés dans la prise en charge de douleurs pelviennes et notamment du vaginisme. Donc moi, je travaille en lien avec des kinés qui font ça. Et donc on va travailler à la fois sur l'aspect mécanique, donc là en cabinet de kiné, et à la fois l'aspect donc psychosomatique, psycho-émotionnel, voilà, sur le vaginisme. Et tu as abordé la notion de confiance, oui. Ce qui nous amène doucement vers le sujet de la sexualité performative. Je pense notamment à deux sujets, deux thématiques dont on entend souvent parler, qui sont les troubles de l'érection ou même l'éjaculation précoce. Juste pour expliquer assez simplement et synthétiquement ces troubles, j'imagine que c'est quelque chose que tu constates souvent en cabinet aussi. Oui, c'est souvent une plainte, parce qu'on va parler de plainte, qui émane donc de l'homme qui va venir en cabinet. Alors déjà, dans un premier temps, c'est poser toutes les questions d'ordre médical et pour éliminer toute piste physiologique, où là, dans ces cas-là, on va réorienter par exemple vers un neurologue, si effectivement il y a une pathologie qui est associée, une prise de médicaments, si il peut y avoir aussi par exemple de la consommation excessive d'alcool, le tabagisme, etc., qui vont impliquer en fait une perte d'érection ou des troubles de l'éjaculation aussi. Donc il y a toutes ces pistes-là qu'il faut d'abord éliminer. Et ensuite, on va faire pareil, un travail d'enquête, un petit peu. On investigue pour savoir s'il n'y a pas une cause psychosomatique ou psycho-émotionnelle derrière. Je pense notamment à des patients qui vont, suite à une moquerie d'une femme lors d'un rapport sexuel, ça s'est mal passé. Du coup, il y a une perte d'érection à ce moment-là, assez brutale. Et du coup, après, l'homme va avoir du mal à avoir confiance en lui. Et ça va se traduire par, du coup, des pertes d'érection
assez régulières, voire qui deviennent systématiques. Donc il y a vraiment une perte de confiance en lui-même et du coup une perte de confiance aussi envers ses futurs éventuellement partenaires. Donc voilà, il y a tout ce travail en fait de réappropriation aussi, de confiance en soi, de rapport au corps, etc. Donc c'est pas que de la mécanique, même si on élimine déjà ces pistes-là, mais voilà, on va travailler aussi encore une fois sur ce côté-là. Merci beaucoup. Marichou. Alors, je trouve que c'est aussi important de rattacher au travail notamment du périnée, parce que, donc, effectivement, nous avons tous un périnée, hommes et femmes. Donc, normalement, vous allez avoir des petits flyers où il y a le petit dessin pour savoir un petit peu de quoi il cause, notre périnée. Moi, j'ai mes petites affichettes, mais vous êtes tellement nombreux que ça va ressembler à rien, donc c'est pas la peine. Oui, Charlotte, je crois que et a ces petites plaquettes avec elle. Alors, si je peux quand même avoir mon petit bassin ici, voilà, hop, notre petit bassin. Donc, je vais expliquer après, mais ce qui est important pour revenir sur la thématique qu'on est en train d'aborder au niveau masculin, c'est qu'effectivement, le périnée fait partie de ces muscles qui, quand on prend le temps d'aller ressentir, de retravailler, effectivement, dans cette thématique de confiance, si on prend conscience, si l'homme prend conscience de son périnée, il peut aller aider aussi mécaniquement le travail autour de l'éjaculation précoce et autour de ce qu'on appelle l'érection molle, le bandé mou, par ce travail de conscience au niveau du périnée. Et donc, c'est aussi en ça que c'est important de connaître son périnée, féminin et masculin. Voilà. Parce que quand on prend conscience de où il est, de comment je peux le travailler, déjà, ça nous fait du bien parce que ça travaille sur la posture, sur nos abdos pour ne pas se faire mal au dos, aussi pour ne pas faire les brutes avec Monsieur Muscle. Mais ça, c'est tout à l'heure. Voilà. Mais dans ces problématiques-là, pour rester sur ce sujet, plus on est conscient de son périnée, plus on peut aller le travailler et du coup, le mettre en action pendant la sexualité, pendant la vie sexuelle. Donc, c'est tout ça qui est important. Moi, j'aime bien prendre l'image que nous sommes un magnifique Rubik's Cube avec toutes nos facettes imbriquées, que quand il y a une facette en souffrance, toutes les autres sont en souffrance, mais que aussi, parce que j'aime bien le côté rose de la vie, que si je travaille une facette, par répercussion, je vais donc aider les autres facettes à aller mieux. C'est le travail de la psychomote. Donc, en allant travailler en douceur dans cette sensation de se réapproprier cette sensation et cette connaissance du périnée, je vais donc aller apaiser aussi ces sensations-là pour que le travail en thérapie puisse prendre toute son ampleur et puisse amener quelque chose de l'ordre de la réparation, de l'augmentation de la confiance et du mieux-être. Travailler son périnée, c'est l'assurance d'une vie meilleure. C'est exactement ce que nous dit Marichou. Simon, pardon, super raté. Tu veux compléter? Oui, je voulais dire que nous, de notre côté, on n'a pas une approche thérapeutique de la sexualité, puisqu'on n'est pas formé à ça et ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, là où je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est qu'à travers la réappropriation de son corps, aussi de ses fantasmes, de ses désirs, ça permet justement de sortir des schémas et un peu des scripts de sexualité en fait. Et quand ça capote aussi souvent, c'est quand on suit un script qui est un peu prédéterminé. Et je ne sais pas si c'est une notion avec laquelle beaucoup de gens sont familiers, mais on parle de l'escalator de la sexualité. C'est-à-dire on commence par un peu de tendresse, quelques bisous, du sexe oral et la fameuse pénétration pénis dans vagin. Et du coup, en fait, quelque part, on se retrouve un peu comme bloqué dans cet escalator sans pouvoir imaginer autre chose. Et nous, ce qu'on propose dans les collectifs de sexualité positive, c'est justement de se réapproprier ça et de sortir de l'escalator et de pouvoir dire, en fait, moi, j'ai juste envie de m'arrêter au premier bisou. J'ai juste envie de m'arrêter à des câlins. Ou au contraire, j'ai juste envie de pénétration et rien d'autre. Et en fait, c'est OK, puisque c'est vraiment quelque chose qui est désiré profondément, qui est consenti et consensuel dans l'interaction. Et ça permet de sortir un peu de tous les schémas qui nous sont imposés de manière soit consciente ou inconsciente dans le cinéma, dans la littérature et même finalement dans notre socialisation qui donne une vision un peu très classique, et on en reparlera après, un peu hétéronormée
de la sexualité. Donc nous, on ne travaille pas sur cette partie thérapeutique, comme vous pouvez le partager, mais vraiment sur la partie un peu imaginaire, écoute de soi, sortir des schémas et un peu... Alors c'est un terme qui est un peu galvaudé parce qu'on entend à toutes les sauces, mais moi, il me tient quand même à cœur, un peu de déconstruire ces schémas et ces scripts. Et justement, au sein du collectif La Bulle ou au sein d'autres événements autour de la sexualité positive auxquels tu as pu participer, que tu as organisé, quels sont les outils ou les méthodes ou même les ateliers que vous pouvez proposer pour mieux s'écouter justement et savoir à quelle étape on a parfois envie de s'arrêter? Parce qu'aussi, c'est qu'on ne sait pas. On suit le script et on ne l'interroge pas. Alors il y a différents types d'ateliers. Il y a des ateliers de connexion à son corps. Ça peut être juste des méditations guidées où on va scanner un peu comment on se sent dans son corps, qu'est-ce que ça fait de projeter un désir. Il y a un atelier qu'on fait régulièrement qui s'appelle la roue du consentement, et où en fait l'idée c'est à la fois d'exprimer un désir vers une personne, mais aussi à un moment de recevoir le désir de cette personne, puis de lui exprimer un désir de quelque chose qu'elle nous fasse. Donc par exemple, on pourrait dire j'ai envie de te toucher les cheveux, est-ce que tu es OK? Oui. Et après je pourrais te dire j'ai envie que toi, tu me touches les cheveux. Ce qui est quand même pas la même chose. Et donc, ça permet de se réapproprier, de se questionner. Et puis après, bien évidemment, on a tout un tas de jeux de connexion et de consentement qui permettent à la fois de se connecter à soi, à son envie profonde, mais aussi de se connecter à l'autre dans le respect, dans la douceur, dans une forme de progressivité qui permet à chacune et à chacun de vraiment être à l'endroit où il ou elle le souhaite et sans jamais ne subir aucune injonction et du coup sans jamais avoir à se forcer à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que si une personne décide de s'arrêter à un moment, de se mettre en retrait, personne ne va venir lui dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'es plus dans l'interaction? Non, en fait, pas du tout. On juge que les personnes sont autonomes et qu'elles savent ce qui est bon pour elles, ou en tout cas c'est le présupposé que nous on fait, et du coup on ne va surtout pas forcer les personnes à entrer dans une interaction, à aller au-delà de la limite que la personne se pose à elle-même ou qu'elle pose à l'autre. Et donc du coup tout ça c'est un travail à la fois via des ateliers, via des propositions comme l'exercice de la roue du consentement, mais c'est aussi une attention plus globale au cadre des événements où vraiment ce qui est vraiment central dans ces événements de sexualité positive, c'est la place du consentement. Et peut-être qu'on détaillera un peu après, mais vraiment le consentement dans ces espaces-là est très caractérisé et très cadré, parce que plus le cadre est posé et quelque part strict, plus ce qui va se passer dans le cadre va pouvoir être libérateur et va pouvoir se faire sans pression. Plus les règles sont claires, plus jouer va être facile. Ce qui pourrait être déroutant dans ce que tu amènes, c'est qu'on a tendance à croire que la sexualité, c'est quelque chose de très spontané, qu'on est censé déjà savoir comment ça va se passer, suivre un instinct qui sera en nous, et ça se passera bien. Là, ce que vous proposez au sein du collectif La Bulle, c'est quelque chose de très procédurier, entre guillemets, avec une méthode. Céline, au sein du cabinet, par exemple, comment justement vous déconstruisez cet imaginaire de la spontanéité, que ce sera quelque chose d'intégré, et comment toi, avec ton regard de sexologue, tu abordes ces méthodes qui sont proposées au sein du collectif La Bulle, par exemple? Alors, en fait, on confond sexualité reproductive, qui est la part animale en nous, où on va avoir du jeu des hormones, voilà, des choses qui vont se réveiller, et puis des choses... Donc le coït, voilà, ce qui est la part animale. Et d'ailleurs, pour assurer on parlait d'éjaculation prématurée. L'éjaculation prématurée, c'est ce qui est programmé à la base, on est fait pour, les hommes, les porteurs de pénis sont faits pour éjaculer très rapidement, comme dans le monde animal en fait, pour pouvoir réussir un coït et une fécondation, parce qu'il faut vite se cacher d'un prédateur éventuellement. Donc voilà, donc l'éjaculation prématurée, c'est l'éjaculation programmée. Donc voilà. Ce qui va différencier donc la sexualité reproductive d'une sexualité récréative, donc plaisante, la recherche du plaisir, en quoi ça nous apporte du plaisir, c'est un apprentissage. Effectivement, ce n'est pas inné, on n'a pas un disque dur intégré qui nous dit, bah voilà, c'est ça l'érotisme, ça va être génial, la sensualité, les caresses, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que tu dis très bien, c'est que souvent on a des scripts comme ça, par contre, qui sont conditionnés par l'environnement dans lequel on va être éduqué, dans lequel on va grandir, avec voilà, les images qu'on a à travers tous les médias, les supports, etc. Donc,
Là, effectivement, ces scripts-là, pour en sortir, ça peut être parfois compliqué parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas le recul nécessaire. Donc, comme tu l'as dit, c'est déconstruire aussi ça et aider des personnes qui peuvent être en difficulté face à un script, comme tu dis, préliminaire, même si ce mot est à bannir, mais bon, on en parle pour que tout le monde comprenne. Pénétration, éjaculation. Et ben, si ce script-là, il ne fonctionne pas, fonctionne plus ou ça ne convient pas, on change de scénario. Et il y a tellement de choses à explorer que voilà, on essaye d'accompagner dans cette démarche-là, de cette ouverture d'esprit, d'expliquer que le corps humain, c'est 2 mètres carrés de peau, que du coup, on est couvert de zones érogènes et qu'il faut arrêter de parler de zones érogènes aussi, parce qu'en fait, notre cerveau, déjà, c'est une zone érogène, et qu'à partir de là, en fait, on est riche de sensoriel, donc potentiellement de plaisir, de jouissance, et qu'on peut l'obtenir autrement que par un script qui serait prédéfini, prérequis, attendu, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout ce travail-là que je fais aussi en thérapie, que ce soit individuel ou de couple, d'essayer d'apporter finalement un regard beaucoup plus ouvert. Donc on enlève les œillères, on ouvre le regard et on va essayer d'amener de la curiosité de son propre corps et puis du corps de l'autre quand c'est souhaité. Et justement, alors, Marietchou nous sort la fée clitorine. C'est vraiment comme ça qu'elle les appelle. Ah, la fée clito, pardon. Je voulais lui donner un prénom, moi, mais... Voilà, c'est mignon clitorine, tu vois, je n'avais pas eu l'idée encore. Alors la vraie fée clito, elle est sur le stand là-bas, elle est grande comme ça, juste j'ai oublié de la prendre, enfin, mais bon bref. Mais c'est important de revenir anatomiquement, voilà. Ça, c'est la taille réelle du clitoris féminin. C'est pas juste ça. D'accord ? Voilà. Alors, ce qui est important aussi pour moi, c'est que, heureusement, le clitoris, enfin pour moi, pas que pour moi, le clitoris sort de l'ombre depuis 2 ans. Style, ça fait des millions d'années qu'il n'est pas là. Et puis là, tout d'un coup, hop, il est là, c'est nouveau. Mais on le voit comme ça, mais c'est important de se rendre compte aussi comment il est positionné. Et c'est là où notre périnée, Madame Périnée revient, c'est là où notre périnée est important. En fait, moi, j'aime bien imaginer notre périnée, donc, sur une anatomie féminine, se passe comme une espèce de grande culotte dans le bassin. C'est la même culotte au masculin. C'est juste que les ouvertures seront différentes. Ici, voilà. Et donc, notre clitoris, alors là, on le voit un peu en bleu, mais c'est comme si c'était un Spider-Woman, pour ne pas dire un Spider-Man, qui s'accroche comme ça. Voilà, donc c'est Spider-Woman qui est accrochée au périnée, comme si le périnée était la toile qui venait scotcher le clitoris. Donc, voilà. Et c'est important parce qu'effectivement, quand pour en revenir justement maintenant au périnée féminin, quand il y a une souffrance au niveau périnéal, donc ce qu'on appelle un périnée hypotonique, donc celui qui est trop lâche, suite soit à une anatomie faite ainsi, soit à effectivement des grossesses. Le clitoris, donc les bulbes là, avec les petits pois, c'est ceux qui entourent au niveau vaginal, à l'entrée vaginale. Donc si le périnée est souple, cette entrée vaginale va être plus large. Donc effectivement, on peut imaginer, en tout cas le fait est, que sur un acte pénétratif, le plaisir est moindre. Par contre, le clitoris, lui, est toujours intact. Donc, pour en revenir à défaire le script, c'est aussi important de se réapproprier sa sexualité quand il y a eu de blessure, parce que, effectivement, ce clitoris étant toujours intact, avec ses 10 000 terminaisons nerveuses qui n'attendent qu'une chose, c'est de se réveiller, donc, avec effectivement des préliminaires qui seront des terminaux, nous pouvons effectivement aller au plaisir, que ce soit seul, à deux, sa compagne, son compagnon ou tout autre. C'est important. C'est le clitoris est entier. C'est juste l'acte pénétratif qui serait moins source de plaisir parce que les bulbes du clitoris sont moins près du pénis qui pénètre ou du joyau, du sextoy. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est important de le repréciser par rapport justement aux fragilités. Et pour en revenir au vaginisme,
on est aussi, c'est important aussi que pratico-pratique, effectivement, le périnée qui donc s'auto-contracte plus que de raisons, souvent effectivement pour des raisons psychologiques, le clitoris est toujours là. Et donc, on peut aussi aller trouver du plaisir, découvrir, essayer, chercher une nouvelle façon de s'approcher corporellement, comme tu dis très bien, dans notre entièreté érogène, et aussi sur l'appareil absolu, magique, qu'est le clitoris. Et c'est toute cette sexualité qui est aussi importante de découvrir quand, comme tu dis, j'aime beaucoup ce mot, le script écrit noir sur blanc, bref, qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas, l'important c'est aussi d'aller en chercher plein d'autres. Et de quelle manière, alors de manière un peu synthétique, on travaille justement ce périnée de manière très opérationnelle, Ouais. que ce soit autant pour le périnée masculin que le périnée féminin. Notamment là dans le village, il y a le Passage du Désir, donc qui est un love shop qui propose plusieurs sex toys. Est-ce que ça peut être des choses qu'on peut recommander ou pas? Est-ce que, enfin voilà, moi je me pose vraiment la question de la partie opérationnelle du truc, quoi. Alors, c'est super important ce que tu demandes. Il y a la partie rééducation, donc qui est effectivement proposée par sage-femme ou kiné, avec des exercices qui peuvent être soit avec une sonde électrique, je parle l'anatomie féminine, hein. Après l'anatomie masculine, il y a aussi d'autres choses. Bref, donc là, la sonde vient stimuler pour aider. Moi, le travail, c'est pas mon travail. Par contre, mon travail, c'est d'accompagner justement ce que vous expliquez tout à l'heure, tous les deux, chacun, et j'adore quand ça se complète comme ça. C'est un travail en fait de pleine conscience. C'est prendre le temps de respirer, de sentir et d'aller à la rencontre, une fois qu'on a vu, connu au niveau théorique, comment chez moi ça marche. Ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte de la globalité que nous sommes. Le périnée est donc la base au niveau bassin et il répond au diaphragme, qui est ce grand muscle qui vient fermer au niveau des côtes et qui est notre muscle respiratoire. Notre périnée respire avec le diaphragme. Et donc, moi, en tout cas, dans les accompagnements, et qui me semble fondamental, c'est de prendre le temps, dans les moments de méditation, d'aller sentir comment je respire et d'aller en conscience sentir comment mon périnée, au moment du souffle, au moment où il remonte, parce qu'il remonte tout seul, légèrement, mais quand même. Donc de l'accompagner pour pouvoir aller de plus en plus loin dans cette perception extrêmement fine. Moi, j'appelle ça la dentelle de la sensation. Le périnée, c'est un ensemble de muscles. Ce n'est pas un muscle, hein, d'accord? Le biceps, un muscle. Le périnée, c'est un ensemble de muscles. Mais on le met en action ensemble. Et cette sensation d'aller très, très en douceur dans cet accompagnement intérieur permet justement, notamment en cas de vaginisme, quand le périnée est trop tonique, d'aller retrouver de la vie. Parce qu'un périnée doit être vivant, doit être respirant. Et quand on le met en lien avec cette respiration, on va y retrouver de la vie. Donc, après, on peut aller en jouir pleinement. Je fais juste une petite pause parce que je suis venue les mains dans les poches. Donc je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je regarde mon amie Charlotte. 17h15. Bon, il y a un petit décalage dans le timing, donc on va prendre 10 minutes. On va quand même prendre un temps de questions-réponses. Est-ce que ça vous convient sur le tour? Il n'y a pas de frustration sur les sujets qu'on a abordés? Moi, je voulais juste, parce que comme j'en ai parlé juste avant dans ma prise de parole, dire un peu comment nous on gérait les questions de consentement, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, en plus qui est assez d'actualité. Moi, j'ai toujours présenté la culture du consentement comme étant vraiment l'antithèse de la culture du viol dans laquelle on vit, en fait. Récemment, dans une discussion, on m'a dit oui, mais en fait, si on demande à ce que le consentement soit enthousiaste dans les relations sexuelles, il y a beaucoup de relations sexuelles du coup qui ne le sont pas, et donc comment on fait, quoi? Et moi je dis bah oui, c'est bien le problème en fait. Pourquoi on continue à se dire que en fait c'est pas problématique de pas avoir d'enthousiasme dans le consentement? Donc du coup cette notion d'enthousiasme, pour moi elle est vraiment centrale en fait quand on parle de sexualité entre personnes qui ont envie de se faire plaisir et quand on n'est pas dans des situations très particulières. Et donc du coup pour moi c'est un peu une pierre angulaire de ce qu'on propose dans les milieux de la sexualité positive, c'est l'enthousiasme du consentement. On souhaite aussi que le consentement il soit spécifique,
C'est-à-dire que quand on demande, je prenais l'exemple tout à l'heure de faire un câlin, et ben en fait, on n'embrasse pas la personne, ou quand on demande à l'embrasser, on lui met pas une main sur les fesses. Et en fait, ce qu'on encourage les gens à faire, c'est si vous avez envie de toucher les fesses de la personne, demandez-lui. Parce que en fait, vous serez peut-être bien surpris et surprise, et peut-être que la personne sera d'accord. Donc en fait, c'est aussi une façon de se réapproprier son désir et aussi de l'exprimer à l'autre pour que la personne se place de manière un peu, elle aussi, affirmée dans son désir de « oui, j'ai envie et de manière enthousiaste que tu me touches les fesses » ou « non ». Et donc du coup, aussi, ce qu'on invite à faire vis-à-vis de ce consentement, c'est que le non soit accueilli comme étant quelque chose de positif. Souvent, c'est très difficile de dire non. En tout cas, moi, je trouve que c'est parfois difficile de dire non quand on me propose quelque chose. Parce que j'ai l'impression de presque décevoir la personne, ou peut-être qu'il y a une attente, vu que la personne me fait une demande, bah, c'est que peut-être il y a une attente de quelque chose, et dire non, c'est décevoir cette attente. Et donc du coup, la peur de décevoir la personne, elle peut être très forte. Et si on renverse le regard qu'on porte sur le non en disant, en fait, quand on dit non, déjà, on se dit oui à soi-même. Parce que si je dis non à l'autre, je dis oui à quelque chose qui est juste pour moi. Et en plus, c'est super éthique, parce que moi-même, si je propose quelque chose à quelqu'un et que la personne le fait juste parce qu'elle a peur de me dire non, bah en fait, j'ai pas du tout envie d'avoir cette interaction. Moi, j'ai envie que la personne en face elle dise ah bah ouais, et puis du coup, on est là, ouais, on est enthousiaste. Et, le consentement, donc, il est enthousiaste, spécifique, révocable. Nous, on demande, il peut être accueilli par un non. Il est révocable, c'est-à-dire que parfois, on a envie de quelque chose, genre super envie, et au moment où ça arrive, et bah, ça fait un peu comme le soufflet qui s'effondre, quoi. En fait, on n'a pas le feeling, on s'était projeté quelque chose. Et puis parfois, c'est délicat. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'escalator. Parfois, quand on est nu dans un lit, se dire, en fait, j'ai pas envie de faire l'amour. Waouh! Alors comment je vais dire à la personne que j'ai matché sur Tinder il y a 2 heures que en fait on va juste se faire des câlins tout nu dans un lit, sachant qu'on s'est un peu sextoté et tout, hyper dur. Bah, nous dans les milieux sexpo, on veut que ça soit possible et qu'à tout moment on puisse se dire bah non en fait je sens plus la vibe, là j'ai besoin d'un peu d'air et ça. Donc on pose dans les événements la révocabilité du consentement sans justification nécessaire. On n'a pas besoin de se justifier en fait. Si on n'a plus envie, on n'a plus envie, point. Ce qui ne veut pas dire qu'on impose quoi que ce soit, mais juste, voilà, on part de ça. Et puis la dernière chose, c'est que le consentement, on souhaite qu'il soit éclairé et libre. C'est-à-dire que si je demande quelque chose à quelqu'un et que je reste comme un piquet à côté et que j'attends que la personne me réponde en la regardant droit dans les yeux, t'es sûr? Ça ne marche pas non plus. Ou alors si la personne est ivre-morte ou si la personne a pris, je ne sais pas, des somnifères ou des trucs comme ça, le consentement, il n'est pas possible. Donc, on a besoin que ce consentement, il soit éclairé, libre et sans pression. Donc, je redis juste pour résumer, le consentement, on veut qu'il soit enthousiaste, on veut qu'il soit spécifique, on veut qu'il soit demandé avant toute interaction, je ne l'ai pas dit, mais donc du coup préalable à l'interaction. On ne fait pas quelque chose sans avoir demandé. Révocable, le non est accueilli avec beaucoup de positivité et libre sans pression. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout redit. Je pourrais faire un petit topo après écrit s'il y a besoin. Oui, Céline, bien sûr. Oui, je veux bien rajouter quelque chose parce que tout ce que tu as expliqué, c'est parfaitement juste. Moi, c'est quelque chose que je rencontre très souvent en cabinet, c'est que le consentement, c'est tout au long de la vie du couple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en couple, qu'on vit ensemble et qu'on est marié ou pas, mais qu'on a des enfants, c'est pas parce qu'on est un couple depuis 15 ans qu'on doit du sexe à son partenaire, son ou sa partenaire. Le devoir conjugal, ça n'existe pas. On ne doit pas du sexe à quelqu'un, même si on vit depuis 15 ans avec. Ça, c'est primordial, parce que ça détruit la sexualité du couple, clairement. Se forcer quand on est en couple pour faire plaisir à l'autre ou par peur de dire non, ou calculer, enfin moi, le nombre de femmes, parce que c'est souvent les femmes qui ont cette sensation de devoir du sexe à leur partenaire, à leur mari, leur conjoint. Ça détruit l'estime de soi, ça détruit la relation à l'autre. Elles en veulent beaucoup à leur compagnon. Comme tu l'as dit aussi, c'est important qu'il n'y ait pas de pression de la part du partenaire pour attendre. Oui, mais ça fait 3 jours là qu'on n'a pas fait de câlin. Bah oui, mais non, en fait. Voilà, il n'y a pas, et comme tu dis, il n'y a pas à se justifier non plus. S'il n'y a plus de désir ou plus d'envie, on peut en discuter. Voilà. Mais justement, c'est l'objet, mais on ne se force pas. Donc c'est ça que je voulais rappeler, c'est que le consentement, c'est tout le long de la vie du couple. Voilà, c'est primordial parce que sinon, ça détruit la sexualité du couple. En fait, c'est contre-productif de se forcer, clairement.
On ne l'arrête plus. C'est très rapide, mais en plus, ça va bien au-delà de la sexualité, hein. Moi, je pense que de la même façon que la culture du viol, elle infuse dans plein d'autres endroits de notre vie, dans les espaces publics, dans la culture et ça. Pour moi, la culture du consentement, elle est partout. Elle peut être dans des prises de parole en public, elle peut être dans la façon d'interagir avec sa famille, avec ses amis, au travail. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pour ça que j'emploie le terme de culture du consentement. C'est que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment transversal et qui est vraiment partout et qu'on peut appliquer. Cette notion du consentement enthousiaste, et avec tout ce que j'ai dit, en fait, on peut l'appliquer partout, tout le temps, n'importe quand, n'importe comment, en fait. Alors, pour moi, c'est juste parfait et c'est tellement beau et fort tout ce qui se dit. Moi, j'appelle ça le respect de soi. Et quand j'accueille en séance individuelle sur toute autre thérapie, la première des choses, c'est se respecter. Quoi qu'il se passe, c'est se respecter. Et je trouve que tout ce qu'on vient de dire, comme tu dis, ça s'étend à toute notre vie. Je me respecte. Donc la première des choses, c'est de savoir qu'on a toujours le choix. Donc, on a toujours la possibilité de dire oui ou de dire non. Souvent, on dit oui, mais j'ai pas le choix, style j'ai le travail, j'ai le machin. Non, non, non. On a toujours le choix. On prend un choix, on le choisit, on y va. Et effectivement, dans la sexualité, dans le couple, c'est primordial, mais dans la vie et surtout dans l'équilibre de chacun. Chacun est responsable de soi dans ce beau mot qui est prendre soin de soi. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Et tout ce travail du consentement, c'est le travail de respect de soi. Si je me respecte, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Mais effectivement, si je me respecte, je n'ai pas à obéir au choix de l'autre, mais à respecter aussi son choix. Voilà. En écho, alors on a quand même, je viens de me rappeler qu'on avait quand même jusqu'à 17h30. Donc en fait, on est pas mal. Du coup, on peut continuer, mais alors, j'avais quand même il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé. Mais je vois que Céline, tu veux. Je vous laisse diriger. Moi, j'ai pas de... Non, mais en fait, ça rejoint une des premières questions que tu as abordées sur justement la performance. Ah oui, il est 22 maintenant, c'est vrai. Mais vas-y. Ça me fait rebondir sur la question de la performance. Et autant, voilà, il y a les femmes qui vont se sentir peut-être redevables de sexe dans le couple, autant il y a les hommes qui vont se sentir performer dans leur couple en se disant oui, mais si je n'ai pas tant de rapports sexuels avec ma conjointe, ma partenaire par semaine, par mois, que sais-je, je ne suis pas un bon partenaire, ça remet en cause ma virilité, etc. Donc il y a aussi effectivement dans notre culture aussi cette culture de la performance et que l'homme doit être absolument prouver sa virilité en satisfaisant sa partenaire, et donc ça passe par je dois le faire. J'ai déjà eu des hommes dans le cabinet qui me disent oui, mais il faut bien quand même que je montre que j'ai envie, sinon elle va pas. Donc ils se mettent une pression eux-mêmes aussi sur cette question de performance, ce qui peut être, et je rejoins aussi l'autre question, contre-productif, puisque du coup ça peut amener effectivement à une perte d'érection, voilà, donc, ou de l'éjaculation prématurée. Donc le corps lui dit non. Pour le coup, c'est un message en disant je ne suis pas OK. Donc voilà, les deux font écho. L'un va se forcer, l'autre se force aussi à proposer ou à imposer. Et au final, personne n'est heureux dans cette histoire, hein. Donc faut réfléchir autrement. Et là, ce que tu touches du doigt, c'est aussi justement, une fois de plus, l'hétéronormativité. Donc on n'a pas trop creusé parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais là où c'est intéressant, moi, ça me paraissait important quand même de parler aussi de la pénétration et de cet impératif de pénétration. Au moins pour le rappeler, qu'on a aussi toujours, en tant que personne ayant un pénis, cet impératif aussi à pénétrer et à faire jouir en pénétrant. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous apporter quelques aussi éléments d'explication de parfois pourquoi on peut être déçu aussi en suivant ce fameux script préliminaire, pénétration, éjaculation. Comment, Céline, par exemple, au sein du cabinet, tu invites tes patients à explorer autre chose? Alors, effectivement, c'est à chaque fois c'est cette problématique de la performance qui est liée donc nécessairement à une pénétration. Et c'est déconstruire aussi, c'est expliquer que justement l'homme n'est pas réduit à son pénis et qu'il y a d'autres choses pour jouir aussi. Et que même s'il veut jouir avec son pénis, il y a d'autres façons que de la pénétration intravaginale pour y arriver. Donc là, on ouvre la boîte de Pandore et
on parle du périnée, donc moi je parle de périnée aux hommes aussi, donc j'ai aussi un bassin anatomique également où je leur explique ça, et donc là ils font des grands yeux comme ça en disant mais le périnée c'est chez la femme, non, 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 pas du tout, donc voilà, je rejoins Marie Chou sur cet aspect-là, pour leur expliquer que justement il ne faut pas eux-mêmes qui se réduisent en fait c'est hétéronormé mais c'est aussi très phallocentré, donc c'est sortir aussi de ça et expliquer à l'homme qu'il n'est pas qu'un pénis, qu'il est plein d'autres choses, qu'il a plein de façons de jouer autrement, mais qu'il, lui non plus, n'est pas parti à la découverte de son corps finalement. Il est allé à la facilité, mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens où aussi, l'attribut étant à l'extérieur, c'était plus facile aussi d'aller découvrir ce qui se passe là, mais pas nécessairement ailleurs. On va parler de plaisir prostatique aussi, si la personne est OK. Voilà, il n'y a jamais d'injonction et voilà, j'impose jamais rien. C'est à chaque fois des propositions d'exploration, de curiosité, mais pour encore une fois aussi sortir de cette performance, sortir de la pénétration. Au final, je trouve que les hommes qui font la démarche de venir en cabinet, c'est déjà un signe d'ouverture d'esprit, d'avoir envie d'avancer. Donc, en général, ils sont quand même assez ouverts à essayer d'autres choses. C'est juste qu'ils ne connaissent pas, en fait. En fait, c'est de l'ignorance et pas forcément un rejet. Donc ça, je trouve ça très positif. Et voilà, j'essaye toujours d'être justement... alors, tu parlais d'enthousiasme, mais d'expliquer qu'eux-mêmes sont victimes en fait de leur éducation, de la société patriarcale, hétéronormée, phallocentrée, etc. Donc, c'est aussi reconnaître ça. Voilà. Et ça leur fait du bien aussi de dire que c'est pas que de la faute des hommes, quoi, si les femmes sont pénétrées. Voilà, il y a vraiment ce travail-là qui est important à faire avec les hommes. Merci. Je vous propose juste qu'on prenne quand même une ou deux questions, parce qu'on a débarré un petit peu en retard, il y a un petit décalage dans les conférences. Donc on va quand même pouvoir prendre une ou deux questions du public, si vous en avez. Ne soyez pas timide. Le temps qu'il y en ait une qui s'arrive, je rebondis avec. Parce que sinon, nous, on peut continuer. Ouais, ça, voilà, moi, je peux tenir la nuit. Hein. Par rapport au périnée, donc tu parlais du plaisir prostatique. Effectivement, là, on est en lien direct avec le périnée masculin, qui effectivement vient se toucher, se réveiller, s'éveiller par un toucher effectivement au niveau de l'anus, au niveau rectal, et qui vient stimuler la prostate. C'est important de savoir comment c'est posé. Et c'est aussi là, avec la prostate, que le périnée masculin a toute sa valeur. Et on ne parle de périnée masculin comme on ne parle de périnée féminin que quand ça ne va pas. Le périnée féminin, tout d'un coup, on vient d'accoucher et paf, il apparaît. Hop là! Et effectivement, le périnée masculin, hélas, très souvent, les messieurs en prennent conscience quand ils ont à subir un cancer de la prostate et qu'ils ont à subir une rééducation périnéale masculine. Alors déjà, la rééducation féminine, elle n'est pas glamour et elle n'est pas top quand même, mais la rééducation masculine, elle est encore moins glamour et encore moins top quand même. Donc, restons sur le plaisir, pensons à notre périnée plaisir dès le départ et à toute notre zone érogène de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Mais je vous laisse, vas-y, hein, Simon. Peut-être qu'on peut laisser encore une fois la salle. On ne vous voit pas, donc vous inquiétez pas sur moi, l'anonymat. je les vois, On ne vous voit pas à cause des lumières, donc posez la question, vous inquiétez pas, on ne saura pas que c'est vous. Ah, il y en a une. Il y a quelqu'un qui lève la main. Donc, on est bien d'accord que le devoir conjugal n'existe pas, j'en suis ravie. Le respect de soi est essentiel, savoir dire non également. Et qu'est-ce qu'on fait quand dans un couple qui a 20, 25, 30 ans de vie commune, un essoufflement ou une envie qui n'est pas la même entre les deux partenaires? On lui propose d'aller voir ailleurs, on va consulter, on fait quoi? Alors, ça va être très bateau ce que je vais dire, mais déjà on communique. On communique à la fois celui qui se sent peut-être frustré de ne pas pouvoir épanouir son désir et sa sexualité avec son partenaire, et à la fois le partenaire qui a peut-être une baisse de libido va aussi communiquer. Donc c'est déjà la base pour tout, mais on en parle. Quand je dis on, c'est les deux partenaires en parlent. Si le fait d'en parler, c'est sujet d'incompréhension, de dispute, de pression,
c'est le moment là de faire appel à une tierce personne, donc un sexologue, un sexothérapeute, un thérapeute de couple, pour en fait proposer un espace en fait qui est neutre, parce que quand on reste aussi dans le cadre du foyer, en huis clos, on est toujours dans les mêmes schémas répétitifs de discussion. Donc le fait de faire appel à une tierce personne et dans un autre endroit, rien que ça, en fait, ça pose un cadre différent de communication et l'échange est réellement beaucoup plus productif. Et donc là, pour répondre à votre question, quand on est un couple installé depuis X temps, parfois même ça arrive au bout de 3-4 ans, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des couples relativement jeunes et en âge et dans la durée du couple, mais où ils se sentent déjà un petit peu en discordance dans leur désir. C'est aussi de creuser, souvent, c'est le symptôme d'autre chose. Donc voilà, je parlais d'enquête tout à l'heure, mais en fait, les gens arrivent avec une pelote de laine et moi, je déroule la pelote et j'essaye d'en faire un tricot qui va leur plaire. Voilà. Donc, c'est essayer de les accompagner là-dedans. Donc, les propositions, après, elles sont multiples. Ça va dépendre réellement. C'est très compliqué de donner une réponse précise. Ça dépend de tellement de paramètres. Il n'y a pas une solution miracle pour chaque chose. C'est vraiment du travail. Tu parlais de dentelle, mais on peut voilà. En tout cas, moi, je vais m'adapter aussi aux personnes qui sont en face de moi. On n'a pas tous la même histoire, le même parcours, le même bagage culturel, éducatif, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Voilà. Donc, mais effectivement, le fait d'en parler et d'en parler à une tierce personne, ça va déjà commencer à débloquer quelque chose et de pouvoir mettre en place pour que ça convienne aux deux. Voilà. Nous, c'est clairement quelque chose qu'on propose, non pas comme une solution thérapeutique, encore une fois, mais dans les événements de sexualité positive, l'enjeu, il est exactement là. C'est comment, en fait, on va explorer nos sexualités, comment on va se découvrir, comment on va, un peu comme dans un bac à sable, en fait, tout tester dans un cadre qui se veut le plus bienveillant, le plus sécurisé, le plus safe possible, sachant bien évidemment, on ne peut jamais être 100% safe et il y a toujours une part de responsabilité, d'écoute de soi, mais vraiment les enjeux des collectifs de sexualité positive, et donc du coup au niveau de la bulle, c'est ce que nous on promeut, c'est comment on se réapproprie et comment dans un espace qui va être cadré le plus clairement possible, on va pouvoir expérimenter. Et on parlait tout à l'heure de l'hétéronormativité et du patriarcat, sans en faire des caisses, mais il s'avère quand même que cette vision du monde et de la société et de la sexualité, en fait, elle nous colore, en fait, toutes et tous. Qu'on le veuille ou non, en fait, qu'on y croit ou pas, notre sexualité est empreinte d'une certaine norme et aussi d'une certaine notion de virilité et de performance. Une fois qu'on a dit ça, on peut se dire « Ah là là, mais c'est horrible, en fait, on est condamné à avoir des rapports pénétratifs qu'on n'a pas vraiment voulu, etc. » L'enfer. Mais non, en fait, je pense qu'il y a plein de choses à imaginer, que déjà, ne serait-ce qu'en parler là, dans une conférence ou lors d'un festival comme celui qui est proposé par Nouveau Cycle, c'est quand même incroyable de pouvoir se réapproprier. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de créer des nouveaux imaginaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit « Ouais, ok, le rapport préliminaire, pénétration, éjaculation, en fait, c'est un script et c'est pas forcément génial. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait en fait ?» Et c'est là où ça peut être difficile, parce que face à l'inconnu, on peut se dire « Bah ouais, mais en fait, moi, c'est tout ce que je connais. J'ai pas forcément d'idées. » Et c'est pas le porno qui va nous donner une autre grille de lecture, c'est pas les magazines féminins qui vont nous la donner, et c'est pas non plus les films de James Bond qui vont nous donner un peu une autre image, quoi. Malheureusement, c'est ça la réalité, c'est que dans tous nos imaginaires, on a ce script en fait. Et nous, dans les collectifs sexualité positive, c'est exactement ça qu'on veut venir renverser. C'est comment on peut s'éclater dans nos sexualités en faisant autrement, en renversant les notions de genre, en renversant les notions de performance, en se prenant pas la tête, en s'amusant, sans dire que c'est quelque chose de forcément très léger. Il y a aussi un certain enjeu là-dedans, mais en le faisant en s'amusant et surtout pour se donner beaucoup de plaisir. Et je vous propose qu'on conclue sur le mot plaisir. Moi, ça me va bien. Je tiens à vous remercier. Pardon ? C'est toi qui as le timer, hein, donc je te laisse décider. Hein. Une dernière question. Oui, rapidement. Bonjour. C'était juste pour savoir, concernant le collectif La Bulle, est-ce que c'était un mouvement au niveau national, et sinon, est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau local? On a un intéressé. Ou une intéressée en soi. Alors, le collectif, il est plutôt basé en région parisienne.
Mais par contre, il y a des initiatives qui émergent un peu partout en France. Au niveau bordelais, je ne crois pas avoir connaissance d'un collectif formalisé. Par contre, s'il y a des personnes qui sont volontaires pour créer des événements, il y a beaucoup de gens en fait, qui sont plutôt basés en région parisienne, mais qui sont prêts à donner du temps, de l'investissement pour venir transférer des savoirs et des compétences pour que ça émerge un peu partout au niveau local. Le plus proche de Bordeaux, je crois, c'est à Nantes. Il y a un collectif qui s'appelle La Chaleur qui vient de se... Ah oui, c'est loin, hein, mais là, plus proche... Après, si, peut-être Montpellier, mais je ne suis pas très fort en géographie, donc c'est pas mon domaine. Je ne ferai pas de conférence sur la géographie française. Non. Par contre, sur le Périnée, tout ça, c'est un peu mieux. Voilà, du coup, non, après, il y a des initiatives aussi parfois un peu privées ou discrétionnaires. C'est difficile, en fait, d'avoir une vision très claire de ces collectifs parce que c'est pas forcément quelque chose qui s'affiche en 4x3 sur les affiches JC Deco, hein, parce qu'on voit bien, et là je me permets de cette question pour mettre un petit tacle à nos chers amis réseaux sociaux qui strikent tous les comptes Instagram, Facebook qui parlent de sexualité. Donc voilà, ça c'est aussi pas aidant pour voir émerger des collectifs au niveau local, parce qu'en fait dès qu'il est question de sexualité et encore plus d'enfer, c'est l'enfer, polysémie du mot, parce que en fait, c'est très très mal vu de notamment les réseaux sociaux. Donc pour répondre à la question, c'est un mouvement qui est plutôt parisiano-centré pour l'instant. Il y a quelques initiatives qui se développent en région, mais je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y en ait à Bordeaux. Donc on n'aura pas fini sur le mot plaisir. Mais, alors vous pourrez le dire si vous voulez. Donc je tiens à vous remercier tous les trois. Céline Vendée, sexologue, thérapeute de couple, Novalova, cofondateur du collectif La Bulle, et Marichou Mogé-Bilbao, psychomotrice. J'y arrive plus, ça fait depuis 3 jours que je prépare, que je me lève à 5h du matin. Psychomotricienne et spécialiste du périnée. J'en profite aussi pour remercier la revue Far West qui a enregistré cette conférence qui a été diffusée en direct sur la page Facebook de Nouveau Cycle et que vous pourrez revoir sur nos réseaux sociaux. Et bien évidemment à tous mes amis et toutes mes amies bénévoles de Nouveau Cycle qui ont permis à cette conférence d'exister. Merci. Plaisir, voilà, il faut le dire. Et merci à Mathilde pour avoir animé cette table ronde.